BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, vous nous écoutez, vous nous regardez sur BFM Business et on vous aide à y voir plus clair dans ce brouillard juridique. Oui, les lois, elles sont nombreuses, elles sont touffues et autant bien les connaître. Alors comme chaque semaine, bienvenue dans ce club du droit. Oui, et on essaie de coller à l'actu le plus possible dans ce club du droit dans un instant. Et ce sera l'acte de la semaine. Gros plan sur l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, vous savez, qui a succédé à l'ISF. C'est l'une des nouveautés du budget 2018. Ce n'est pas toujours très clair, hein. Vos questions, bien sûr, comme chaque semaine, le club du droit @bfmbusiness.fr avec la réponse de nos amis notaires. Et comme chaque semaine, bien sûr, les news de la semaine. Ça s'est passé cette semaine avec Erwan Maurice qui nous accompagne. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan, on va parler d'immobilier, bien sûr. On en parle souvent avec vous, c'est toujours une source inépuisable, justement. 2017, une année record pour le financement participatif immobilier. C'est le crowdfunding, hein, bien sûr. Oui, effectivement, parce que ça existe aussi dans l'immobilier. On peut financer des projets comme ça. 101 millions ont été récoltés l'année dernière, donc en 2017. C'est 84% de plus qu'en 2016. Et on voit qu'il y a une vraie confiance dans cette démarche, puisque 30% de ces 101 millions, donc de cette somme, ont déjà été remboursés auprès des prêteurs. Très bien. Comme quoi, il y a vraiment une vraie confiance. 220 projets immobiliers ont pu voir le jour grâce à ça. En un an. Et un projet dont je voulais vous parler plus particulièrement, un château à La Motte-Chandonnier, donc on est dans le Poitou, qui était en ruine et qu'il fallait absolument restaurer. Eh bien, 25 000 personnes ont participé donc à travers un crowdfunding immobilier pour restaurer ce château et en sont donc devenus d'une certaine manière propriétaires. Ça a l'air cosy, hein, tiens, j'aurais bien été l'un des 25 000 oui. Justement, donc c'est dans le Poitou, hein, très bien. Alors bon, là c'est la propriété, on s'intéresse aussi aux locataires. C'est Empruntis qui dévoile une étude qui révèle que plus d'un locataire sur deux envisage de devenir propriétaire. 56% des locataires, effectivement, veulent devenir propriétaires de leur résidence principale. C'est 10 points de plus que l'année précédente. Exception peut-être de la catégorie des 25-34 ans, qui eux sont moins enclins à devenir propriétaires de leur résidence principale. En revanche, ils ont un intérêt pour l'investissement locatif. Ils sont 17%. Pour acheter et pour louer ensuite. Bon, ça reste toujours une valeur sur l'immobilier. Oui, valeur sur l'immobilier. Pour rien qu'on en parle. Hein. Plus d'un Français sur deux veut investir, alors que ça soit effectivement dans l'achat ou dans l'investissement locatif. Bon, on est fin janvier, ça fait déjà 3 semaines qu'on a démarré 2018. Alors là, il y a un chiffre qui est très intéressant, surprenant. Un tiers des demandes de divorce surviennent après les fêtes de fin d'année. C'est ça, un tiers des demandes de divorce chez les plus de 50 ans se font après les fêtes. Parce que quoi, la bûche n'était pas bonne, la dinde n'était pas... Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, peut-être le cadeau n'était pas beau. Nouvelle résolution, allez hop, on change de vie, un nouvel élan. On change de mari, on change de femme, voilà. C'est ça, c'est une étude Kantar TNS. Pourtant, depuis 2005, on avait observé une baisse des divorces en France, peut-être à cause de la crise aussi. Ah oui, il vaut mieux rester ensemble pour ne pas se disperser. Restons groupés, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les problèmes financiers et les problèmes économiques. Mais depuis 2015, les chiffres sont repartis à la hausse. Bon, merci beaucoup Erwan Maurice. Tout de suite, l'acte de la semaine sur BFM Business. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Ouais, je suis encore surpris qu'un tiers des demandes de divorce surviennent après les fêtes de fin d'année. Je comprends toujours pas le rapport de cause à effet. Bon, pourquoi pas. David Ménétret, bonjour. Bonjour Fabrice. Notaire à Reims, président de l'Institut notarial de l'entreprise et des sociétés. C'est l'INES en charge de la promotion du droit de l'entreprise, du conseil aux chefs d'entreprise. Voilà, l'une des nombreuses facettes des notaires. Gros plan donc avec vous sur l'une des nouveautés du budget 2018. La loi de finances 2018, c'est la fin de l'ISF recentrée sur l'immobilier au travers de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Vous avez beaucoup de questions depuis le 1er janvier, ou même probablement avant d'ailleurs. Oui, on a eu des questions parce que certaines personnes ont souhaité peut-être anticiper, savoir s'il y avait des choses à faire avant le 31 décembre ou pas. Les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui est compris dans l'IFI, ex-ISF, et comment essayer de, pas m'en sortir, mais comment essayer de trouver des solutions pour le réduire, qu'est-ce qu'on peut déduire ? Est-ce que le périmètre il est clair? Parce que bon, on le rappelle, le barème de l'IFI il est calqué sur celui de l'ISF. Le seuil reste fixé à 1 300 000 €. Est-ce que le périmètre est vraiment clair quand même? Là, on est fin janvier, ça fait 3 semaines qu'on a changé d'année. Oui, c'est assez clair. Auparavant, dans l'ISF, tout était inclus, tout le patrimoine était inclus, sauf les biens professionnels. Aujourd'hui, c'est
tous les biens immobiliers. Petit focus sur l'assurance vie un petit peu. L'assurance vie peut être dans certains cas, et notamment quand le véhicule assurance vie comprend de l'immobilier. Voilà, elle sera comprise dans l'IFI. Mais aujourd'hui, c'est assez clair, c'est tous les biens immobiliers, à l'exception et sous certaines conditions, des biens immobiliers détenus dans le cadre de l'activité professionnelle. Ah oui, ça c'est évidemment. Alors, depuis le 1er janvier, est-ce qu'on a découvert des surprises? Alors certes, le seuil d'imposition, donc, il reste identique à celui de l'ISF, je rappelais, donc 1 300 000. L'abattement donc, de 30% sur la résidence principale, il est maintenu, donc ça, on est dans les mêmes règles. Mais est-ce qu'il n'y a pas des différences, quelque part, entre les règles d'assiette de l'IFI et de l'ex-ISF? Sur l'assiette, en fait, on va comprendre aujourd'hui tous les biens immobiliers, sauf les biens immobiliers qui sont dédiés à l'activité professionnelle. Alors, il y a d'ores et déjà des biens, on le sait, qui sont exclus. Lorsqu'on détient, par exemple, moins de 10% de parts de société, lesquelles sociétés détiennent des biens immobiliers. Là, c'est un cas d'exclusion. Lorsque l'on détient des parts de société, si les biens immobiliers sont pour l'activité professionnelle et si le contribuable a le contrôle de cette société, c'est exclu. Mais alors tout le problème va être lorsqu'une société détient des biens immobiliers qui sont dédiés à l'activité de l'entreprise, mais aussi des biens immobiliers qui ne sont pas dédiés à l'activité de l'entreprise. Donc là, il va falloir différencier, avoir une quote-part immobilier, une quote-part non immobilier. Les règles de déductibilité, est-ce que certaines ne sont pas moins avantageuses? Je vais prendre quelques exemples, vous me dites. Seules les taxes foncières pourront venir réduire la base imposable de l'IFI, alors qu'il était possible d'imputer jusqu'alors celle de l'ISF, bon, très bien, l'impôt sur le revenu, l'ISF lui-même, les impôts locaux, la taxe d'habitation. C'est un petit peu plus restrictif quand même, non? En fait, n'est déductible de l'IFI que les taxes du propriétaire, c'est-à-dire la taxe foncière. La taxe d'habitation n'est pas une taxe du propriétaire. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas une taxe du propriétaire. La taxe sur la redevance audio n'est pas une taxe du propriétaire. Donc celles-ci ne sont pas déductibles. Les emprunts in fine, c'est-à-dire dont le capital est remboursé à l'échéance, ils ne pourront pas non plus être totalement déductibles de l'IFI. C'est nouveau, ça? Non. Avant, on pouvait déduire l'intégralité du capital puisque tout était dû pendant toute la durée de l'emprunt. On remboursait en une seule fois le capital au terme de l'emprunt. Et bien maintenant, on va recalculer un amortissement constant. Et en fait, on va pouvoir déduire de l'IFI de l'année l'amortissement de l'année. Oui, les redevables dont le patrimoine immobilier est supérieur à 6 millions d'euros ne pourront plus déduire en totalité leur passif. Il y a quand même comme ça des petits trucs, des petites règles qui fait que finalement on se dit c'est moins avantageux quand même. C'est moins avantageux. Je ne sais pas si ça va se traduire par une hausse d'impôts en même temps. Je ne sais pas. En tous les cas, il est clair que c'est une taxe pour les propriétaires immobiliers, de l'immobilier non affecté à l'activité professionnelle, commerciale, artisanale, pour les chefs d'entreprise et les artisans qui nous écoutent. Pour autant, on ne déduit que les charges liées à cette activité. Donc ça élimine toutes les charges que l'on pouvait déduire auparavant. On a aussi parlé de l'impôt sur les revenus fonciers. Qui ne sont plus déductibles. L'impôt lié, on ne pourra déduire que l'IFI théorique. Alors, David Ménétret, vous êtes notaire à Reims. Il y a aussi une question, finalement, qui a été aussi une surprise de ce début d'année. Les usufruitiers qui sont impactés, et même impactés différemment selon leur régime. Alors, on va essayer de faire le plus clair possible. On est dans le club du droit, on fait pédagogique, justement. En quoi il y a un loup dans cette histoire? Alors, on rappelle l'usufruit. La propriété d'un bien, il y a l'usufruitier qui possède l'usage et les fruits. L'usage, j'occupe le bien, je m'en sers. Les fruits, je touche les revenus. Dans l'ISF, c'est l'usufruitier qui avait la charge complète de l'impôt sur la fortune. Aujourd'hui, lorsque l'usufruitier est devenu usufruitier par voie légale, l'exemple type, c'est une personne décède, la loi donne au conjoint survivant au minimum l'usufruit, le droit d'user du bien ou d'en toucher les fruits. Eh bien, si cet usufruit est légal, à la différence de ce qui se passait auparavant avec l'ISF, eh bien, la charge de l'IFI sur l'immeuble en question sera répartie entre à la fois le conjoint survivant, la maman, et à la fois les enfants, les nus propriétaires. Prenons un exemple, un usufruitier conjoint survivant qui a 73 ans, par exemple, la valeur de son usufruit, selon les calculs, est de 30%. Eh bien, 30% de la valeur de l'immeuble rentre dans l'IFI de l'usufruitier, la maman, 70% dans le patrimoine et donc dans l'IFI des nus propriétaires. Alors parfois, ça peut être intéressant parce qu'on va répartir le patrimoine et sa valorisation dans l'IFI entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Parfois, ça peut être embêtant pour les nus propriétaires parce qu'ils vont voir, à cause de cette intégration de cette nue propriété, la valeur de cette nue propriété, ils vont voir le seuil dépassé
payer de l'IFI alors même qu'ils n'ont pas les revenus. Pas le revenu. Les revenus seront toujours perçus par le conjoint, Piégeux, par ça, l'usufruitier. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, il y a une vraie solution, c'est faire une donation entre époux, parce que là, ce n'est pas un usufruit légal, ce n'est pas un usufruit subi. Non. Faire un testament, organisé. c'est un usufruit organisé, un usufruit conventionnel. On transmet l'usufruit par testament, par donation. Et là, on échappe à cela. De façon générale, il y a des comportements pour échapper à l'IFI ou pas Alors, la loi de finances est plutôt très bien faite. En général, elle est plutôt bien faite. Et là, elle est Voilà. particulièrement bien faite, puisque les clauses anti-abus ont été bien pensées. Notamment, certains ont pensé pouvoir revendre, un contribuable revend un bien immobilier qui lui appartient à une société civile dans laquelle il est lui et sa famille. Ouais, ouais. Eh bien, dans ce cas, on ne pourra pas déduire l'emprunt lié à l'acquisition par cette SCI, Voilà. par exemple. L'arrivée de l'IFI aussi, là aussi, ça nous intéresse sur BFM Business. Vous êtes président de l'Institut notarial de l'entreprise et des sociétés. C'est la disparition pure et simple de l'ISF PME qui avait été créé en 2007, qui permettait de réduire donc une partie des sommes investies dans la limite de 45 000 euros de réduction d'impôts si on les affecte à des entreprises. Et c'est vrai que ces sommes collectées, je rappelle quelques chiffres, elles sont passées quand même de 273 millions d'euros en 2012 au double quasiment, 516 millions en 2016, directement investis dans les boîtes. Pour le financement des entreprises, c'est pas un peu fâcheux ça ? Alors, peut-être en tous les cas, pour l'avenir, c'est terminé, mais pour les engagements ISF Dutreil qui sont encore en vigueur, donc ça ça que continue. les engagements soient maintenus, eh bien, ça pourra toujours venir en déduction. Ouais, mais pour le reste, bon, Compliqué. c'est un handicap. Alors, il y a peut-être un point aussi qui est peut-être plutôt un atout pour l'économie française, c'est cette fameuse flat tax. Alors, ça s'appelle pas flat tax en français, ça s'appelle exactement le PFU, voilà, le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers. 30%, justement. Là aussi, beaucoup de questions aussi dans votre étude depuis le 1er janvier. Les questions, c'est tous les revenus de l'épargne, les plus-values, les revenus de l'épargne mobilier, les capitaux mobiliers. La question, c'est obligation ou pas obligation de payer la flat tax. Alors oui, on paiera un impôt, mais on a le choix sur option, soit de rester au barème progressif de l'impôt, soit de payer la flat tax à 30%. Il faut noter que cette option, elle est définitive pour l'année. Tous les ans, on pourra choisir, mais on pourra choisir soit 30% flat tax PFU pour l'intégralité des revenus, soit rester au barème progressif de l'impôt. Pourquoi ? Si le calcul avec le barème progressif de l'impôt est inférieur à 30%. Ouais, c'est un vecteur d'attractivité, ça, pour le pays ou pas, à votre avis ? Je pense oui, parce que 30% de flat tax vaut mieux qu'un barème progressif de l'impôt à 41 et au-delà. Voire confiscatoire, bien sûr. Exactement. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, on a ébauché, évidemment. Oui, la loi de finances, c'est un énorme pavé, évidemment, il faut s'y pencher. Vous êtes là pour vous donner des conseils, vous les notaires. David Ménétret, notaire à Reims, président de l'Institut notarial de l'entreprise et des sociétés. Allez, un autre notaire, passez-moi le notaire, la notaire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Moi, je dis la notaire, je ne sais pas si on féminise ou pas. Oui, c'est Nathalie Cousigou-Suas, ma star. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, Nathalie Bonjour. Cousigou-Suas, qui est notaire à Paris 5e. Allez-y, posez vos questions comme vous le faites chaque semaine. Le club du droit @bfmbusiness.fr. Première question. Bah tiens, on va retourner dans la Marne. Là, on était tout de suite avec David Ménétret, qui lui est à Reims. On est à Épernay avec Pierre, qui nous pose cette question. Le délai de rétractation après la signature du compromis de vente est-il retardé dans le cas où les acquéreurs n'ont pas reçu le prêt-état daté ? Bon, alors déjà, quelques questions pour bien comprendre. C'est quoi ce prêt-état daté, Nathalie Cousigou-Suas ? Alors, ce prêt-état daté, c'est un ensemble de renseignements qui est fourni sur la copropriété vis-à-vis d'un acheteur qui achète un bien à usage d'habitation. En fait, la loi, elle organise toute une obligation d'information et l'acheteur a un délai, après avoir signé la promesse, de rétractation de 10 jours après l'envoi de la promesse. Juste sur ce document, ce prêt-état daté, ça fait partie de toutes les contraintes qui ont été Toutes les apportées par la contraintes et loi toutes les Allure pièces, 2015. exactement. C'est quoi ? C'est l'idée de quoi ? De bien comprendre, de bien connaître les charges de copropriété, qu'elles soient habituelles, qu'elles soient exceptionnelles, quoi. C'est ça. Oui, il faut vraiment que l'acheteur... en fait, on veut éviter qu'il y ait un achat d'impulsion irréfléchi. On veut vraiment que l'acheteur puisse appréhender Tout le périmètre, périmètre. tout l'ensemble. Donc, en fait, dans le prêt-état daté, qui est une création de la pratique, c'est généralement demandé au syndic, mais en théorie, le vendeur pourrait le faire lui-même. C'est très dangereux. Donc, il vaut mieux que ce soit le syndic qui l'établisse. Mais le prêt-état daté, en fait, on renseigne sur l'état de la copropriété.
copropriété, les charges impayées pour l'ensemble de la copropriété, les charges impayées On les trouve pour où, le vendeur. on les trouve où, ces informations? Eh ben, dans tous les procès-verbaux, dans tous les documents qui sont compliqué remis. à C'est ramasser. très compliqué. On ne peut pas faire ça tout On peut seul. pas Vous faire dites on ça a le tout droit, seul. mais on a... Mais bien sûr qu'il faut demander au syndic parce que c'est un vrai métier et comme c'est une obligation d'information qui pèse sur le vendeur, il faut vraiment que ce soit bien fait. D'autant plus que, comme le dit notre auditeur, Pierre, comme le dit Pierre, le délai de rétractation ne court qu'à partir du moment où ce prêt état daté est remis à l'acheteur. Donc plus il est différé dans le temps, plus le délai de 10 jours est reporté d'autant. Donc 10 jours, je crois que c'était 7 jours avant Oui, mais la loi Macron, mais la loi Macron, quand il était ministre, l'a prorogé de 3 jours supplémentaires et ce délai, il court le lendemain du jour de la présentation ou de l'envoi par voie électronique, parce que c'est aussi possible, Fabrice, de le faire par voie électronique. C'est assez souple quand même. C'est souple, oui, mais il faut qu'il y ait vraiment tous ces documents pour que l'acheteur puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Les syndics, est-ce qu'ils se font prier parfois pour donner ce type de documents ou pas, à vos yeux, vous qui traitez de très nombreuses transactions immobilières? Bien sûr, mais enfin, c'est pas qu'ils se font spécialement prier, ils n'ont pas intérêt à se faire prier. C'est surtout que, comme pour beaucoup, en 2017, il y a eu énormément de transactions, donc les syndics ont été extrêmement sollicités. Débordés. Donc ils sont débordés comme beaucoup de professionnels. Et ils facturent, puisque c'est un travail, ils facturent ce prêt état daté dont la charge doit être payée par le vendeur. Quelques centaines d'euros. Voilà, c'est un coût supplémentaire. La loi Allure, très contraignante quand même. Elle est loi très du flow, contraignante. voilà, c'est pour ça qu'elle a été un petit peu amendée, parce qu'effectivement, on a parfois même... alors, ça vise quand même la protection de l'acheteur, mais il y a beaucoup de pièces. On a fait un peu de zèle, j'ai l'impression. Je pense qu'on a fait un petit peu de zèle, parce que souvent, moi, les gens venaient dans mon étude il y a encore quelques années, Fabrice, ils venaient le lundi, on arrivait à faire la promesse le mardi de la même semaine. Maintenant, ou voire le mercredi. Maintenant, parfois, ça prend plus de 3 semaines, voire un mois pour réunir tous les documents. Donc, ça freine un peu les transactions. Les propriétaires, les agents immobiliers, peut-être vous les notaires, eh bien vous ne remerciez pas spécialement Madame Duflot, qu'on a un petit peu oublié depuis. Bon, allez, autre question. Marie-Ange, elle est à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Tiens, justement, ça c'est la magie d'Internet. Et on salue les Antilles, les Antilles des Antilles, les Antilles de métropole. Hein. Question de Marie-Ange, qui doit payer les frais d'attestation immobilière établis dans le cadre d'une succession? Bon, là aussi on va découper la question. Il y a donc une attestation immobilière établie dans le cadre d'une succession. Qu'est-ce que comprend cet acte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une succession s'ouvre, c'est-à-dire lorsqu'une personne décède, le notaire, il va être amené à établir un acte de notoriété. Alors, un acte de notoriété, c'est à la fois tristement banal, mais un acte important. Parce qu'en fait, le notaire va relater le décès et va indiquer quels sont les héritiers de cette personne. Donc, ça suppose que le notaire fasse quand même des vérifications pour ne pas oublier un héritier. Donc ça, c'est l'acte de notoriété et il est suivi lorsqu'il y a des biens immobiliers, appartements, maisons, terrains, de l'attestation de propriété immobilière. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un acte par lequel on dit, voilà, le défunt, il était propriétaire de ce bien. À la suite du décès, ses héritiers sont telle et telle personne, donc l'immeuble, il appartient à tous ses héritiers. Et cet acte... Propriétaire ou usufruitier ou pas, tout ce qui concerne l'immobilier, tout est marqué dans cet acte. Exactement. Et alors du coup, cet acte, il va être transmis au service de la publicité foncière où vont être déterminés les nouveaux propriétaires de ce bien. Donc là, il y a quoi? C'est un acte qui est rédigé, il y a une publication. Service de la publicité foncière, où sont relatés les propriétaires de l'immeuble qui sont maintenant les héritiers. Alors, à noter un petit truc pour ceux qui nous écoutent. Si les héritiers se mettent d'accord dans les 10 mois du décès 10 mois, oui. et le notaire arrive à faire un acte de partage concernant ce bien, cet acte d'attestation de propriété immobilière n'est pas utile, donc on évite un maillon et donc des frais. Des frais, oui. C'est des frais qui sont liés à cette attestation. Qui sont liés. Plus le patrimoine immobilier était important, j'imagine tous les frais sont élevés, c'est ça? C'est un pourcentage qui est assis donc sur la valeur du bien. Il faut compter 0,5% de rémunération pour le notaire, puis une taxe de contribution de sécurité immobilière pour l'État. Des frais qui sont répartis ensuite en fonction de la quote-part des héritiers? Oui, voilà. Ou généralement ça peut être le conjoint survivant s'il est bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, mais c'est payé pour répondre à Marie-Ange au prorata des droits de chacun. Bon, allez, on salue évidemment les Antilles et au-delà des Antilles, les départements d'outre-mer. Allez, on revient dans la région parisienne, Brunois, dans l'Essonne. Thierry qui nous dit
J'ai renoncé à la succession de mon père. Suis-je obligé de participer au paiement de ses obsèques? Bon, faudrait pas exagérer. Non, c'est une question sérieuse. Hein. Mais bien sûr, mais Ouais. Thierry, c'est une question que... Il n'y a pas que Thierry qui pose cette question, elle nous est souvent posée parce que... Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas obligé d'accepter une succession. Voilà, ça hein. on en parlait la semaine Automatiquement, dernière ça, il y a avec beaucoup de mes clients Barbara qui me Thomas posent cette David. question. Oui, bien sûr. On n'est pas obligé d'accepter une succession. Quand il y a des dettes notamment. Quand il y a des dettes, notamment, où j'ai des gens aussi qui ne souhaitent pas accepter parce qu'ils n'ont pas eu de bon rapport avec le défunt et qu'ils pensent que c'est de leur devoir de ne pas accepter. En revanche, c'est une obligation alimentaire et morale qui est devenue alimentaire de payer les frais d'obsèques. Ah, les frais Donc, d'obsèques, c'est assimilable au quoi, une pension alimentaire quelque alors, part. c'est oui, et c'est dans le code Pas une civil, dette c'est alimentaire. très bien, c'est prévu, c'est Mais à il est où votre l'article code civil? 806. Vous l'avez pas aujourd'hui? Je l'ai laissé à c'est toute nulle, l'étude là. pour le. Voilà. Bah ouais. Alors, c'est Mais je l'article l'ai laissé combien? à Vous le l'étude. connaissez C'est par cœur? l'article 806 806. du code civil Bon. qui dit que même si les héritiers ont renoncé à la succession, on dit de leur auteur, hein, Fabrice, bah, ils doivent néanmoins, au prorata de leurs moyens, supporter les frais d'obsèques parce qu'on considère que c'est une obligation de respect vis-à-vis du défunt. Alors, cela dit, on a un recours contre la succession. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pompes funèbres peuvent se servir sur les comptes bancaires du défunt jusqu'à 5 000 €. Hein. Donc, là, on est dans le cas où, par exemple, il y a les frais d'obsèques ont coûté plus cher que ce qu'il y a sur les comptes, ou alors que la succession est déficitaire. Donc, effectivement, les enfants doivent supporter ces frais d'obsèques. Si les obsèques sont organisées avec des frais somptuaires quelque part, on est quand même contraint à ça? Ah ben non, pas des frais somptueux. Ah oui, il y a un Non, plafonnement. évidemment. Alors, c'est celui qui aura commandé ces frais somptuaires, bien évidemment, qui devra les supporter. Ouais. Mais en revanche, des frais de tout à chacun d'inhumation et de respect de la sépulture sont dus par les enfants. Et en cas de dissension à l'intérieur de la famille, qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, il y a un juge qui peut intervenir. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Alors qu'est-ce qui se passe Eh ben, alors? c'est au prorata des revenus de chacun. Ouais, dites donc, là. Et des moyens de chacun. Il y a des obsèques comme ça qui se passent mal. Vous les voyez, vous, dans vos études? Ça peut arriver. Il y a des problèmes de voisinage, des problèmes d'obsèques. Ben oui, Finalement, ça c'est peut toutes arriver. les Vous savez, c'est toute la rancœurs vie. d'une vie qui ressortent. hein. Oui, mais c'est toute la vie que voient défiler les notaires, les notaires de France. On a à la fois on est à côté des gens, à la fois dans les bons moments, puis dans des moments plus tristes. Mais je pense qu'il faut jamais juger les gens parce que j'ai eu des clients qui ont refusé de payer les frais d'obsèques et pris séparément. Quand on les écoutait, il y avait parfois Des bonnes raisons. des bonnes raisons. Je comprends bien. Hein, mais Bon. en revanche, ils doivent y contribuer. Merci beaucoup Nathalie Cousigou-Suas, Merci. notaire à Paris 5e. Et puis vous continuez évidemment, allez-y, allez sur notre site, le club du droit, @bfmbusiness.fr pour poser évidemment d'autres questions. On se retrouvera la semaine prochaine. Oh, c'est pas fini. Le saviez-vous? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Oui, on va retrouver les notaires sur le terrain qui viennent prodiguer leurs conseils. Tiens, des notaires une nouvelle fois déployés sur le continent africain. Vous savez, on y était la semaine dernière, notamment avec Laurent Dejoie, avec cette aide portée donc aux enfants privés d'état civil. Oui, des notaires donc en Afrique pour pousser l'entrepreneuriat et spécialement l'entrepreneuriat féminin, encourager les femmes chefs d'entreprise. Ce reportage commenté par Erwan Maurice. L'entrepreneuriat féminin en Afrique, c'était le thème des rencontres organisées il y a quelques semaines à Paris, à l'appel des notaires, Maître Dejoie, président de l'Association du notariat francophone. Le développement de l'entrepreneuriat féminin, c'est une condition essentielle du développement en général dans les pays en voie de développement, dans les pays en développement et en Afrique en particulier. L'Afrique, dont certains pays sont plus incertains quand on démarre, compte tenu des inégalités, de la scolarisation incertaine, mais les bonnes volontés ne manquent pas, il faut donc pousser, stimuler cette envie d'entreprendre. Positive Planète vient en aide aux femmes qui veulent se lancer. Jacques Attali, président de la Fondation. L'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. Dans 30 ans, c'est 2 milliards d'habitants. Et tout va passer par les femmes. C'est par les femmes que va passer le développement économique. C'est par les femmes que va passer le développement du droit. Et parmi ces femmes, Clem Mwangou, directrice d'agrobusiness, née en France après un master de finance et un passage au sein de grandes banques parisiennes, elle a décidé de tenter sa chance dans le pays de ses parents, au Congo. Le fait de retourner au pays, de tenter l'aventure, c'était pour moi en fait un nouveau défi que je voulais absolument relever. Ce défi, c'est celui de l'élevage de porcs, 5 bêtes en 2015, un cheptel de 200 aujourd'hui.
La femme entrepreneur de 35 ans adresse ce message. N'ayez pas peur, mettez tous vos doutes et les préjugés de côté et osez, lancez-vous. Parce que les femmes d'aujourd'hui, c'est nous, c'est vous. L'Afrique a besoin de femmes qui entreprennent. Et ces chefs d'entreprise ou qui aspirent à le devenir sont venus écouter et partager leur expérience au Conseil supérieur du notariat. Avec ce constat, le taux de l'entrepreneuriat féminin en Afrique reste assez faible, il n'atteint pas encore les 20%. Voilà, c'est fini pour ce Club du droit. On va se retrouver évidemment dans un prochain numéro. Oui, dans le prochain numéro, on verra comment acheter à l'étranger. Et puis on continuera de répondre à vos questions. Le club du droit @bfmbusiness.fr. Très très bonne semaine.